RMC, After Angleterre. Jérôme Sillon. Salut à tous, merci de votre fidélité à l'After Angleterre. Vous nous écoutez, vous nous regardez sur toutes les plateformes et notamment sur la nouvelle chaîne After Télé. Vous vous abonnez pour ne rater aucun épisode. Vous mettez une note et vous écrivez un commentaire. Bien sûr, comme chaque semaine, on part à la découverte des joueurs, des clubs, des histoires du football anglais avec notre drôle de dame, Julien Laurence. Salut Ju. Salut Jay, salut à tous. Et avec Rémi Dumont. Salut Rémi. Salut Jérôme, salut Jus, et j'ai un scoop. Salut, Adrien Thomasson écoute bien l'After Angleterre, il adore ça même. Ah, magnifique. Voilà. Je crois qu'il est en fin de contrat à la fin de la saison, donc peut-être que tous les clubs dont on parle depuis le début de la saison pourraient lui donner quelques idées. Tu le verrais où toi Rémi ? Pourquoi pas, moi Adrien Thomasson. je sais pas, mais j'aimerais bien dans un club qui joue le haut de tableau, qui soit en Coupe d'Europe, parce que c'est un joueur très très intéressant à suivre. Ah bah c'est un super joueur de ballon. Tu le verrais où toi Jus d'ailleurs, Adrien Thomasson en Angleterre ? Quel club pourrait lui correspondre ? Quelle équipe ? Ouais, c'est une bonne question ça. Moi je pense que un genre d'Aston Villa par exemple, ce serait parfait pour lui. Tu vois, il pourrait être un très bon joueur d'effectif, mais titulaire quand il faut, sortir du banc quand il faut aussi pour apporter. Je pense que ça travaillerait très bien avec Unai Emery. En Ligue des Champions, on va faire ce qu'il faut. S'il est libre de tout contrat en plus, ça devrait pas être trop compliqué. Brentford, ça pourrait être pas mal aussi, une équipe qui joue, qui est protagoniste. Bournemouth ? Ouais, pour l'ambiance, Ouais, ça serait quand même Bournemouth mieux, aussi. c'est-à-dire. Pourquoi pas, ça pourrait aller. Bon, on en reparlera évidemment et on lui souhaite de faire le bon choix. Il peut très bien rester aussi rester au Racing Club de Lens. Partir sur un titre de champion serait pas mal. Bon. Et tu parlais d'Aston Villa, mais justement on s'intéresse au club qui déjoue les pronostics en Première Ligue, l'actuel 3e du classement. Aston Villa peut rêver de qualification en Ligue des Champions et pourquoi pas même du titre de champion qui fuit les Villans depuis 45 ans et cette belle année 1980. Ben oui, parce que c'est une très belle année 1980, sachez-le. Comment expliquer les bons résultats d'Aston Villa ? Quel rôle joue Unai Emery dans ce renouveau des Villans ? Pourquoi Morgan Rogers, Oli Watkins, Emiliano Martinez et Lucas Digne sont des protagonistes cruciaux d'Aston Villa ? C'est parti pour l'After Angleterre. Allez, on commence par jeter un coup d'œil au classement de l'APL qui a bougé cette semaine, Rémi, avec le match en retard d'Arsenal. Oui, parce que Arsenal a fait match nul de partout contre Wolverhampton après avoir mené jusqu'à 2-0. Mais au classement, ça donne à Arsenal toujours leader, suivi par Manchester City. Et regardez à la 3e place, pour ceux qui nous regardent, c'est bien Aston Villa, après 26 journées, qui est donc 3e de Première Ligue, avec un écart qui se creuse, avec le 4e, 5 points devant Manchester United et même 6 devant Chelsea. Ce qui montre bien que Aston Villa est un sérieux prétendant, en tout cas outsider pour le titre, parce que ils sont quand même assez proches, même si évidemment on pense que ça va jouer entre Arsenal et Manchester City. Est-ce qu'on parle du titre à Birmingham ? On rappelle qu'Aston Villa, c'est le grand club de la ville de Birmingham, Julien. Je pense qu'on en rêve, ça c'est sûr. Après, est-ce qu'on n'en parle pas trop pour l'instant ? Il y a quand même un écart assez important avec Arsenal. Maintenant, si Villa gagne son match en retard par rapport à Arsenal, revient à 5 points. Vous savez ce que c'est le dernier match d'Aston Villa cette saison en Première Ligue ? Non, Ce sera c'est à Manchester l'Etihad City. contre Manchester City. Exactement. Et peut-être que tout pourrait jouer là, et pour l'un, et pour l'autre, et pour Arsenal aussi. À ce moment-là, comme Unai Emery le répète assez souvent, pour lui, ils ne sont pas dans la course au titre. Même l'autre jour, il a dit pour lui, ils ne sont même pas dans la course aux 5 premières places qui iraient en Ligue des Champions. Mais ça, c'est ce qu'il dit en façade. Je pense qu'à l'intérieur du groupe, on sait très bien qu'il y a une possibilité d'aller chercher un titre qui, comme tu l'as dit, Jérôme, leur échappe depuis très longtemps. Bientôt, ils vont jouer le maintien à cette Villa, si t'écoutes Emery, mais bon. Peut-être qu'il nous fait une guirou, ça peut être ça aussi. Alors ce qui est hallucinant, c'est que donc Villa possède 50 points au classement, mais pourtant quand on regarde le classement des expected points fournis par Opta, on se rend compte qu'Aston Villa devrait être 12e de Première Ligue avec seulement 32 points. Ça veut dire qu'ils surperforment dans leur surface de réparation quand ils défendent et dans la surface de réparation adverse quand ils attaquent. Mais c'est quand même hallucinant de voir un tel gap, Julien. C'est même complètement fou. On va entrer dans le détail des chiffres après, mais c'est un classement c'est quasiment du jamais vu d'avoir une telle différence entre le classement prévu, expected points, et le classement réel. Ouais, c'est ça, tu l'as dit, c'est du jamais vu. J'ai regardé un petit peu les saisons précédentes, même si on remonte jusqu'à il y a 10 ans de ça. En général, les équipes qui sont comme ça, dans les 10 premiers, on va dire, c'est des équipes qui le méritent en termes de, pas simplement performance, parce que parfois tu peux gagner sans forcément avoir été très bon, mais en tout cas, les positions au classement sont en corrélation, si vous voulez, avec toutes les statistiques de buts marqués, de buts encaissés, d'occasions créées, ce genre de choses-là. Alors que là, c'est pas du tout le cas, on le verra tout à l'heure. Et c'est vrai que je sais pas si c'est une bonne chose, surtout je sais pas si ça va durer. C'est ça le truc, parce que sur 2, 3, 4 matchs, tu peux le faire, bien sûr.
sur 38 matchs, c'est beaucoup plus compliqué, mais pour l'instant, on en est aux 3 quarts de la saison et ils sont là où ils sont, malgré effectivement des performances et des stats qui sont beaucoup plus difficiles que leur classement, que leur position au classement. Ouais, parce que la semaine dernière, on parlait de Tottenham qui avait surnagé, notamment grâce aux arrêts de Vicario en début de saison, mais leurs stats étaient pas si bonnes que ça et ça a fini par se confirmer aussi sur le terrain. Alors l'attaque d'Aston Villa, Rémi, on en parle peut-être de cette attaque. Est-ce qu'elle est rutilante? Ah non, puisqu'elle est 9e de Première Ligue, ce qui est étonnant quand on voit aussi la qualité des joueurs qu'il y a devant, avec seulement 37 buts marqués. Après, on voit que c'est 10e en termes de tirs par match, avec 12 tirs par match. Ça, c'est pareil, on peut s'étonner parce qu'il y a des manières de ballon, il y a des joueurs créatifs et notamment offensifs. Après, en termes de pénalty obtenus, il y en a eu 0 cette saison pour Aston Villa. Ils sont donc, c'est la 20e équipe, dont la dernière équipe dans ce secteur de jeu-là au niveau des pénaltys. Alors après, il y a tout ce qui est XG, 15e en termes de XG de tir, notamment en Première Ligue. 32 XG. 0,10 XG par tir. Il faut savoir que les meilleures équipes sont à 0,15. C'est-à-dire que c'est la dangerosité d'un tir qu'on s'est procuré. Ce qui prouve quand même que c'est assez faible et que les tirs sont assez peu dangereux. Ouais, alors que mine de rien, ils ont quand même battu des sacrées équipes cette saison. Il y a eu notamment Arsenal où c'était un match assez spectaculaire pour le coup. Donc c'est vrai que c'est étonnant de voir ces chiffres-là concernant Aston Villa, surtout quand on voit son classement. Julien, ça t'inspire quoi? Ça prouve quoi? Qu'il y a un problème offensif cette saison? Que cette équipe ne s'est pas attaquée? Ça montre que déjà ils s'en sont sortis sur du talent individuel, des moments où ils étaient peut-être dans le dur dans certains matchs, et un Oli Watkins, un Morgan Rogers surtout, qui pour moi est le meilleur joueur de la saison. Mais on a aussi vu Boubacar Kamara avec un but fantastique contre Wolverhampton, lui qui marque jamais, frappe en pleine lucarne de 20 mètres, qui te fait gagner alors qu'à aucun moment Villa méritait de gagner cette rencontre-là, par exemple. Donc c'est dans ces moments-là, et c'est pour ça qu'ils sont troisième. C'est par rapport à toutes les stats que Rémi vient de très bien expliquer. C'est que dans ces moments-là, il y a un éclair individuel de génie de quelqu'un, d'un Tielemans, d'un Rogers, d'un Kamara, d'un Onana, d'un Watkins, d'un Buendia, comme contre Arsenal par exemple, qui fait que au lieu d'avoir un point, tu en as 3, au lieu d'en avoir 0, tu en as 1 ou 3, et au final, c'est comme ça qu'ils se retrouvent troisième. Mais c'est vrai qu'en termes de créativité, on est loin de de l'excellente saison qu'ils avaient eue il y a 2 ans, par exemple. On est loin aussi d'un buteur comme Oli Watkins qui marchait sur l'eau à ce moment-là, qui aujourd'hui on est à 8 buts en Première Ligue. Pour quelqu'un comme Oli Watkins, un attaquant de son calibre, c'est ridicule au mois de mi-février. Donc c'est vrai, ou fin février même. Donc c'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de mal collectivement pour s'imposer dans ces matchs-là, et c'est individuellement qu'ils ont fait la différence. Alors, si l'attaque n'est pas rutilante, ça veut peut-être dire que si les Villanes se sont si bien classés, c'est que leur défense, elle, est robuste, Rémi. Ça dépend des secteurs de jeu, encore une fois, parce que quand on regarde, notamment, par exemple, au niveau des duels gagnés, c'est 49%, c'est la 16e équipe de Première Ligue. Au niveau des erreurs ramenant un but, 11. Donc c'est la 20e pareille équipe Donc c'est la plus mauvaise équipe, c'est celle qui concède le plus de buts après une erreur. Voilà, exactement. Donc ce qui montre bien qu'il y a vraiment des réglages à peaufiner, et puis des défauts dans cette équipe. Après 8% de tirs subis convertis, ça c'est la deuxième en revanche. Donc c'est là où on voit que voilà, au niveau du pourcentage de tirs convertis, c'est pas énorme non plus. Donc en fait c'est paradoxal vraiment. Pour résumer la saison d'Aston Villa, c'est paradoxal parce que on va dire dans les stats c'est pas fou, par contre au classement c'est énorme. Et donc c'est l'équipe qui a encaissé le moins de buts par rapport à la qualité des occasions laissées à l'adversaire. Donc voilà, c'est une équipe en fait qui profite, j'ai envie de dire, Julien, de la maladresse de l'adversaire, non, cette saison. Exactement. Ouais, c'est ça. Ils encaissent un but par match, mais ça, c'est la troisième pire défense, ou meilleure défense de la Première Ligue derrière Arsenal et City. Mais en revanche, tu l'as dit, ça fait des erreurs qui amènent des buts. En termes d'expected goals contre eux, donc les expected goals qu'ils ont contre eux, ils sont 9e au classement. Donc c'est pas une bonne défense. Emi Martinez n'est pas très bon. Pau Torres a longtemps été blessé. À gauche, Unai Emery, c'est pas entre Madsen et Ding, selon s'il préfère un profil un peu plus offensif ou pas, mais c'est compliqué. Cash a aussi un peu été blessé. Le seul, c'est vraiment Konsa qui reste à son niveau constant et qui est vraiment le leader de cette défense-là, mais c'est compliqué aussi. Et puis, surtout, cette défense-là, elle est parfois fragile parce que devant elle, les milieux de terrain, Kamara, qui était très bon, est blessé maintenant jusqu'à la fin de la saison. Tielemans est aussi absent. On a eu Onana qui était absent, qui est revenu. Ils ont dû aller chercher Douglas Luiz au fond de la cave d'un bar brésilien. Et puis même McGinn s'est blessé. Donc, à un moment, ils n'ont vraiment pas eu de chance non plus avec les blessures qui peuvent expliquer ces mauvais chiffres-là en stats qu'on vient de montrer aussi. Il était où Douglas Luiz, Julien? Il n'était pas en Arabie Saoudite ou dans un... Non, il était à la Juve. Il était prêté par la Juve à Forest, où il ne jouait pas du tout non plus. D'accord. Il y a eu 2 saisons très compliquées, 18 mois très compliqués.
Alors le calendrier des Villans, à quoi il faut s'attendre pour les prochains matchs, Alors Rémi? là, c'est peut-être la note positive parce que évidemment, c'est un calendrier qui est plutôt abordable quand on regarde les prochaines équipes avec Leeds et Wolverhampton, mais il va y avoir un tournant, peut-être même le tournant de la saison face à Chelsea et Manchester United début et mi-mars. C'est peut-être là où l'écart se creusera, où justement s'amincira pour Aston Villa face à ses concurrents directs. Et comme le disait Julien, j'ai regardé les 2 dernières journées de Première Ligue pour Aston Villa. C'est un déplacement à Liverpool et la réception de Manchester City. Donc, ce qui montre bien qu'en fin de saison, tout va se jouer. Tu disais, Julien, excuse-moi, je t'ai pas entendu. C'est l'inverse. Ils accueillent Liverpool et Voilà, après ils vont pardon. à City pour la dernière journée. Donc voilà, c'était ça, mais dans l'autre sens. Ça veut dire en fait qu'ils vont affronter tout simplement leurs 4 rivaux quelque part pour les places qualificatives en Ligue des Champions d'ici la fin de cette saison, Julien. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc que ce soit dans la course au titre ou alors dans la course à aux 5 premières places, on va dire, parce que la Ligue des Champions, il faut en parler aussi pour eux. Financièrement, c'est indispensable, c'est vital pour Villa d'accrocher une des 5 premières places et d'aller en Ligue des Champions la saison prochaine. S'ils n'iraient pas en Ligue des Champions la saison prochaine, ce serait catastrophique financièrement. On sait qu'ils ont déjà beaucoup de problèmes avec l'UEFA. Au niveau du fair play financier, qu'ils ont été sanctionnés et la saison dernière et cette saison aussi, pour 2 choses différentes, mais c'est une situation assez critique financièrement pour eux. S'il n'y a pas de Ligue des Champions la saison prochaine et que tu n'as pas cette manne financière-là qui va entrer avec la phase de Ligue, ce serait vraiment catastrophique pour eux. Donc ils ont besoin de ça, que ce soit donc dans la course au titre, peut-être avec City notamment lors de la dernière journée, ou alors même pour se battre avec Chelsea et United et Liverpool. Il serait donc 4 pour les 3 places entre 3, 4 et 5 pour finir absolument dans les 5 premiers, sinon ce serait vraiment catastrophique. C'est quoi le problème des finances d'Aston Villa? C'est qu'ils ont trop dépensé sur le marché des transferts, leurs joueurs leur coûtent trop cher? Alors, c'est le problème le plus important, c'est la masse salariale qui a longtemps été jusqu'à 94% de leurs revenus. Wow. Donc, c'est quasiment tout l'argent qui rentrait dans le club était dépensé en salaire pour les joueurs et pour le reste des employés du club, mais surtout pour les joueurs, ce qui à un moment était complètement catastrophique. C'est ce qui est arrivé par exemple au Barça, encore pire, mais c'est à peu près la même idée si vous voulez. Donc ils ont largement réduit cette masse salariale qui aujourd'hui je crois est de 70% à peu près, ce qui est beaucoup mieux, mais tu n'es encore pas vraiment dans les clous de ce que l'UEFA demande. Et puis il y a aussi bien sûr les dépenses sur les transferts par rapport aux revenus qui rentrent aussi dans les caisses du club. Et là aussi, ils doivent faire une cure d'austérité assez importante. Donc ils avaient beaucoup dépensé pour espérer arriver en Ligue des Champions, ce qu'ils l'ont fait, rappelez-vous, lors de la saison du titre du PSG, par exemple, qu'ils avaient rencontré en quart de finale. Mais le problème, c'est qu'il faut que tu sois tous les ans en Ligue des Champions. Et là, par exemple, c'est pas le cas. Ils sont simplement en Europa League et c'est pas du tout les mêmes rentrées financières. Et donc, forcément, il y a un trou financier à remplir, et c'est pour ça à combler, exactement, merci Jay, et c'est pour ça qu'il faut absolument la Ligue des Champions la saison prochaine. Sincèrement, c'est vital pour eux. Ouais, C'est peut-être là qu'on comprend mieux le discours de Unai Emery qui dit qu'ils ne sont pas dans la course au titre et peut-être pas justement pour la course à la Ligue des Champions, vu ce qui va se passer en termes de calendrier. Ouais, effectivement. Et alors, au-delà du calendrier, il y a aussi la problématique de l'infirmerie, Rémi. Oui, exactement, parce qu'on a, Jules en parlait, il y a pas mal de joueurs qui sont blessés. Alors si Matty Cash, lui, est opérationnel normalement pour ce week-end, McGinn, lui, est toujours touché au genou. On vous a mis à gauche leur position dans les minutes jouées. Donc c'est-à-dire que c'est quasiment une équipe les 4 joueurs qu'on va vous citer, c'est quasiment des titulaires. Hein. Donc Cash qui est 3e en termes de temps de jeu, McGinn 6e et touché au genou, il reviendra début avril. Boubacar Kamara, lui, sa saison est d'ores et déjà terminée, il reviendra la saison prochaine. Il est 10e en termes de temps de jeu. Et Youri Tillmans, qui est touché à la cheville, qui lui devrait revenir mi-avril, est 13e en termes de temps de jeu. Donc on voit que le milieu de terrain quand même est assez décimé pour Aston Villa, même s'ils ont encore des éléments pour jouer, notamment comme Onana. Mais c'est là où on voit qu'il y a vraiment un danger pour Aston Villa pour la fin de saison. Malchanceux, Boubacar Kamara, on en parle peu finalement en France, mais il était quand même toujours dans le viseur de Didier Deschamps et il va devoir rater la Coupe du Monde. Ouais, je pense qu'il avait vraiment une chance d'être mondial. C'est un profil que Deschamps aime beaucoup. Il était excellent cette saison. C'était un des meilleurs 6 de Première Ligue. Jusqu'à cette blessure qui fait très mal en plus parce que c'est les genoux, c'est les croisés, ça va être long pour revenir. Tu reviens jamais vraiment non plus exactement comme tu étais avant une blessure pareille. C'est pas la première fois qu'il a une grave blessure en plus. Boubacar, donc c'est vrai que c'est compliqué pour lui déjà, personnellement en année de Coupe du Monde, mais aussi pour le club parce qu'on peut on peut aller regarder Douglas Luiz. Pour moi, c'est pas au niveau auquel était Boubacar Kamara avant sa blessure. Donc forcément, l'équipe a beaucoup perdu en le perdant lui.
Dans un instant, on parle d'Unai Emery et de son impact sur les résultats et sur même les dernières saisons d'Aston Villa. On va le comparer également aux autres managers passés par les Villans. On va parler également des joueurs décisifs, des joueurs importants de cet effectif d'ici la fin de la saison. À tout de suite. On est de retour dans l'After Angleterre, toujours avec notre drôle de dame anglaise, Julien Laurence, et avec Rémi Dumont. On parle d'Aston Villa, qui est 3e du classement et qui est en lutte pour les places qualificatives en Ligue des Champions. L'un des artisans, évidemment, de cette progression des Villans au classement ces dernières saisons, c'est Unai Emery. Ça donne quoi, les Villans, depuis que l'entraîneur espagnol, l'ancien manager du Paris Saint-Germain, est arrivé sur le banc, Rémi? Ils ont carrément repris des couleurs avec lui, parce que s'il n'était pas qualifié en Coupe d'Europe, il les a ramenés justement en Coupe d'Europe avec Aston Villa notamment. On voit en termes de points pris, depuis que Unai Emery est là, c'est 50 points en 2025-2026 cette saison. Donc après 26 journées. Après 26 journées, oui. La saison dernière, c'était 8e au classement avec 41 points. Et la saison encore d'avant, c'était 4e avec 52 points. Donc il y a voilà, une vraie ambition avec Unai Emery en termes de jeu. Et puis surtout depuis qu'il est revenu à Aston Villa, donc le 1er novembre 2022, lorsqu'il avait signé son contrat. Au départ, Aston Villa avait terminé 7e de Première Ligue, éliminé au 3e tour de FA Cup et de Carabao Cup, et n'était pas qualifié en Coupe d'Europe. Depuis, c'est soit demi-finale de Conference League, notamment c'était le cas en 2023-2024, quart de finale de Ligue des Champions, comme le disait Julien, face au PSG, futur vainqueur Et ça n'avait pas été simple pour Paris. Ça n'avait pas été simple, puisque Paris avait même perdu au match retour, après avoir gagné au match aller 3-1, ils avaient perdu 3-2. On voit aussi que cette saison, voilà, ils sont qualifiés pour les 8e de finale d'Europa League. Donc il y a une vraie constance au niveau de la Coupe d'Europe et puis une vraie évolution, une vraie progression au niveau du classement en Première Ligue. Alors il n'y a toujours pas de trophée, Julien, mais c'est vrai que comme le Rémi le souligne, on voit que Unai Emery, il aime la Coupe d'Europe, on le sait, il l'a remporté, c'est le recordman de victoire notamment en Europa League. Il a cet ADN-là et ce savoir-faire-là pour aller loin dans les Coupes d'Europe. Et on le disait, en Ligue des Champions la saison passée, ça s'est joué vraiment à rien parce que c'était la tempête à Villa Park pour Paris en quart de finale retour. Ouais, en seconde période, c'est vrai que c'était sûrement une des périodes les plus compliquées pour Luis Enrique et ses joueurs. Sincèrement, c'est un travail extraordinaire qu'Unai Emery a fait. Rappelez-vous, quand il est arrivé pour prendre la suite de Steven Gerrard, ils étaient 17e de Premier League. Son premier match contre Manchester United à Villa Park, il gagne. Et puis, c'est comme ça que la dynamique arrive et s'enchaîne finalement. Et depuis, c'est assez incroyable. Alors oui, des fois, il y a des moments comme la saison dernière, par exemple, la demi-finale de Coupe d'Angleterre à Wembley contre Crystal Palace, où il passe complètement au travers. C'est sûr. Pareil en Coupe d'Europe contre l'Olympiakos la saison précédente. Mais ça reste ce qu'il a construit au club en ce moment, c'est extraordinaire. Il les a fait retrouver la Ligue des Champions après 40 ans d'absence. Là, ils sont dans la course au titre, on l'a dit. Ils peuvent aller chercher un titre qu'ils n'ont pas remporté, tu l'as dit aussi, Jay, depuis plus de 40 ans. Donc, c'est vraiment impressionnant ce qu'il fait. Alors, il a eu des moyens, ça c'est sûr, on l'a dit. Ils ont beaucoup dépensé, que ce soit en salaire ou en transfert. Mais à un moment, son savoir-faire tactique, ses coups de génie dans son coaching en cours de match, par exemple aussi, ont fait qu'il a amené cette équipe-là tout en haut de la Première Ligue, à un moment où la Première Ligue est sûrement pas simplement le championnat le plus fort au monde, mais aussi où il y a une concurrence assez incroyable parmi les 8 meilleures équipes, on va dire le top 8 de ce championnat. On a regardé ce que Unai Emery a donné sur le banc en termes de pourcentage de victoire, de résultats lors de ses 4 dernières expériences. On n'a pas pris les toutes premières de sa carrière, notamment à Valence et à Séville où il avait déjà brillé. Mais depuis le PSG, ça donne quoi, Rémi ? Il est aussi bon. Enfin, c'est son meilleur passage à Aston Villa depuis le PSG, puisqu'il est à 177 matchs donc avec Aston Villa, mais c'est surtout 1,85 points par match. C'est aussi bien que lors de son passage à Arsenal. C'est évidemment moins bien qu'avec Paris, mais Paris avait une domination totale en championnat. C'est 56% de victoire. Et là, la dernière fois qu'il faisait mieux, c'était lors de son passage à Paris, donc avec 76% de victoire. Et surtout en termes de buts par match, là, c'est peut-être son total le plus faible, avec 1,7 contre, par exemple, 2 à Arsenal ou 1,9 à Villarreal. Mais voilà, on voit qu'il est devenu peut-être plus pragmatique avec l'expérience. Est-ce qu'il est en train de faire, de tourner la page, de faire un peu oublier son passage à l'Emirates Stadium avec les Gunners, Julien, où il n'a pas toujours peut-être été reconnu à sa juste valeur ?
Ouais, je pense qu'il y a de ça, beaucoup. Ouais, la première saison avait été assez positive quand même à Arsenal, même si c'était compliqué de passer derrière Arsène Wenger, puisque c'était le cas. Je pense que c'était mission impossible pour n'importe quel entraîneur. La seconde saison a été beaucoup plus compliquée. Il y a eu des mauvais résultats, il y a eu des mauvaises performances. Et puis c'est quelqu'un qui est assez têtu aussi, Unai, qui a un fort caractère. En plus, il y avait la barrière de la langue, parce qu'il parlait pas aussi bien anglais qu'il le parle actuellement. Et c'était un petit peu compliqué aussi à ce niveau-là. Mais oui, je pense qu'il est en train de prouver à tout le monde en Angleterre à quel point c'est un super entraîneur. On verra, ce sera intéressant de voir cet été, par exemple, s'il sera convoité par un Manchester United, par exemple, ou par un Manchester City, si Pep Guardiola venait à quitter City cet été, par exemple, de voir ce qui se passerait pour lui s'il était donc dans les shortlists de ce genre de grands clubs, ou si encore on pensait qu'un club comme Aston Villa, finalement, plus que le PSG ou plus qu'Arsenal, était un club à son niveau. Ce qui est intéressant par rapport à Aston Villa notamment, c'est qu'ils lui ont donné les clés de la maison complètement, de la maison, du stade, de son entraînement, toutes les clés qu'il voulait. Ce qui n'avait pas été le cas ni au PSG ni à Arsenal. Là, il est venu avec tout est à lui. Il a amené tous des gens partout. Roberto Olabe, qui est le directeur sportif, c'est son ami depuis très longtemps. Damien Vidagani, c'est quelqu'un qui travaille avec lui, qui est le directeur du football à Aston Villa, qu'il a amené avec lui, avec qui il travaille depuis très longtemps. Partout, il y a les gens d'Unai Emery. Il a placé des gens à lui, à tous les niveaux du club, ce qui lui donne ce pouvoir assez incroyable qu'il a. En revanche, si ça venait à mal se passer avec Aston Villa et qu'il se faisait limoger, par exemple, si on prend un cas hypothétique, là, le club aurait besoin de limoger beaucoup de gens qu'il a ramenés avec lui. C'est ça l'inconvénient un peu quand tu lui donnes autant de pouvoir à un entraîneur comme lui, c'est que si à un moment ça se passe plus bien, tu dois te séparer de beaucoup de gens. Ce qui est nouveau aussi depuis qu'il est arrivé à Aston Villa, c'est qu'il arrive à battre les top managers, ce qu'il ne faisait pas forcément par le passé, Rémi. Ouais, parce qu'on s'est amusé à comparer justement ces matchs face à Pep Guardiola, Arteta ou encore Slot et Klopp. Alors, sur 6 matchs joués face à Manchester City de Pep Guardiola, il a remporté 3 matchs. Donc, c'est la moitié de ses confrontations face à Manchester Sachant City. qu'avant Aston Villa, il ne l'avait jamais battu. Voilà. Quand on regarde face à Arteta et Arsenal, c'est 7 matchs joués pour 3 victoires pour Unai Emery. En revanche, il n'y en a aucune contre Liverpool, que ce soit Slot en 3 matchs ou Klopp en 4 matchs. Mais ce qui prouve donc qu'il y a une carte à jouer, puisque quand on regarde le classement, on s'aperçoit qu'Arsenal est bien premier et que Manchester City est deuxième. Donc il y aura des confrontations notamment face à Manchester City lors de la dernière journée. Donc il y aura des points certainement à prendre. Après, ce que je voulais te demander, juste, c'est savoir quelle image il a en Angleterre, dans le sens où je me souviens qu'en France, il était très moqué pour son accent, tu l'as évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'il est considéré comme voilà, un bon entraîneur, un très grand entraîneur, ou il y a encore une sorte de complexe d'infériorité ? Non, un très grand tacticien, c'est surtout ça qui revient dans toutes les émissions qu'on pourra avoir, soit sur la BBC, soit sur Sky par exemple, où on fait un peu d'analyse tactique par exemple. On met en avant effectivement le côté tactique de ses plans de jeu qu'il a, notamment contre les gros, notamment contre Pep Guardiola. Il y a eu pas mal d'exemples comme ça, même si contre Slot et Klopp, comme tu l'as montré, c'est plus compliqué, peut-être par rapport à l'identité de jeu de ces équipes-là contre Liverpool, même si la défaite à Liverpool par exemple cette saison, qui arrive à un moment où Liverpool est au fond du trou complètement, alors que Villa est plutôt en forme. C'est très paradoxal. Mais non, on le reconnaît comme un très grand tacticien maintenant. Il n'y a plus trop les moqueries qu'on avait pu voir quand il était à Arsenal, par exemple, dont tu parlais. Et c'est vrai qu'il a convaincu tout le monde. À quel niveau ? Encore une fois, on le verra. Si un Manchester United venait à le recruter ou chercher à le recruter, ou un club comme City, effectivement, si Guardiola partait, là, on sentirait vraiment qu'il a convaincu tout le monde. Aujourd'hui, pour l'instant, ça reste un très grand bâtisseur de ce qu'il est en train de faire à Villa, mais pour l'instant, ça en reste là. Julien, tu disais que Morgan Rogers avait été le joueur le plus intéressant, le meilleur joueur d'Aston Villa cette saison. On en a déjà dit un petit mot. Oli Watkins, lui, c'est seulement 8 buts cette saison. Emiliano Martinez fait partie des meilleurs gardiens de Premier League. Mais pour terminer cet épisode sur Aston Villa, on voulait parler de l'arrière-gauche qui est désormais titulaire en équipe de France, qui s'appelle Lucas Digne, qui n'est pas tout le temps titulaire, Rémi, parce qu'il a un concurrent de choix à son poste chez les Villans. Oui, en termes de temps de jeu, c'est une répartition presque identique, puisque c'est 28 matchs joués pour Lucas Digne contre 26 pour Madsen, 18 titularisations pour le Français contre 16 pour Madsen. En revanche, en termes de stats, il y a 4 passes décisives pour Digne contre 1 seulement pour Madsen. Il y a un profil plus défensif, t'en parlais, Jus, au début du podcast pour Madsen, puisque c'est 3 ballons récupérés par match contre 2 pour Lucas Digne. Lucas Digne qui est en fin de contrat prochainement, qui a 32 ans. Madsen en a 23, donc on voit que Madsen est là pour l'avenir. Et juste petite précision, Lucas Digne a
changé d'agent récemment. Alors de là à dire qu'il pourrait s'en aller d'Aston Villa, on ne sait pas, mais il y a eu à chaque été, il y a des rumeurs concernant un départ pour Lucas Digne. Lui, il compte 55 sélections en équipe de France et il fait partie maintenant justement des titulaires des Bleus, même si c'est vrai que Didier Deschamps a tendance à faire d'abord jouer Lucas Digne, puis ensuite Théo Hernandez. Alors, il a déjà raté des grandes compétitions internationales. Ça l'a d'ailleurs fait souffrir, Lucas Digne, par le passé, parce qu'il faisait les campagnes éliminatoires, mais n'était pas appelé pour la phase finale. Toi qui vois ces matchs régulièrement, Julien, il a quel niveau en ce moment, Lucas Digne? Et est-ce que, selon toi, il doit être le titulaire au poste d'arrière-gauche en équipe de France à la Coupe du Monde? Ouais, pour moi, il doit être titulaire. En plus, je pense qu'il le sera, même si effectivement, il joue un petit peu moins parfois là par rapport à Madsen, qui est ce profil plus offensif, comme l'a très bien dit Rémi, que Unai Emery aime bien aussi sur ce côté gauche, parce qu'on l'a dit, il y a un problème aussi de créativité, il y a un problème aussi pour moi de complémentarité sur ce côté gauche, notamment avec le joueur qui pourrait jouer ailier gauche. Donc, c'est souvent Buendia qui est plus un 10 axial normalement. Donc, il entre plus dans l'axe, ça laisse le couloir à gauche pour quelqu'un qui pourrait facilement faire ses allers-retours. Alors, Lucas peut le faire, mais c'est plus un très bon centreur qu'un mec qui va te faire à 2000 à l'heure sur son côté gauche des allers-retours et des montées, des descentes. C'est plus le profil de Madsen finalement. Donc, c'est pour ça aussi qu'on voit Lucas jouer un petit peu moins. Mais à 32 ans, ça reste aussi l'expérience, ça reste aussi le calme, notamment quand tu es un petit peu sous pression, que Madsen n'a pas du tout. Madsen fait des erreurs. Défensivement, il n'est pas du tout au même niveau qu'un Lucas Digne, par exemple, quand ton équipe n'a pas le ballon. Donc, je ne suis pas du tout inquiet pour Lucas sur cette fin de saison. Je pense qu'il jouera les matchs importants. Et s'il joue ces matchs-là importants et qu'il reste avec un temps de jeu assez important, il n'y a aucune raison pour laquelle il pourrait perdre sa place de titulaire chez les Bleus. Voilà, on lui souhaite en tout cas d'aller à la Coupe du Monde à Lucas Digne. Et évidemment, on rappelle qu'Aston Villa a terminé deuxième de la phase régulière d'Europa League. Il y a aussi un trophée peut-être européen à aller chercher, sachant que c'est la compétition bénie de Unai Emery. Merci Julien, merci Rémi. Si vous aimez l'After Angleterre, vous vous abonnez, vous écrivez un commentaire, vous mettez une note et on se retrouve très vite. Salut. RMC After Angleterre. Merci tout le monde. Merci mon jus, bonnes vacances.